Val-de-Loire en direct se poursuit, l'heure de votre JT présenté ce soir par Mickaël Texier. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Juste avant les titres, un point sur votre météo de demain. Et la tempête Nils va traverser le département de l'Indre-et-Loire entre mercredi et jeudi. Météo France a donc placé l'Indre-et-Loire en vigilance orange pour crues, vent et orage. Une journée perturbée qui nous attend demain. Pluie et grisailles sont attendues, des températures stationnaires. La minimale sera de 8 degrés, la maximale de 12 degrés. À la une de ce JT justement, Mickaël, la Vienne sous surveillance à Chinon. Le niveau de la rivière continue de monter. Et oui, elle devrait dépasser jeudi le niveau de la crue de 2020, loin cependant de la montée des eaux qui avait provoqué les inondations d'avril 2024. Une vingtaine de routes sont déjà fermées à la circulation. Il brigue un 8e mandat. Jeannie Lorjou est candidat à sa propre succession à Romorantin. On s'intéressera à la campagne municipale dans la deuxième ville de Loir-et-Cher dans ce journal. La saison des Arts 2026 du domaine de Chaumont a été dévoilée. Nous évoquerons la nouvelle saison du Festival international des Jardins qui sera placée sous le signe du 7e art. Nous recevrons la directrice du domaine de Chaumont, Chantal Colleux-Dumont. Et puis 500 choristes amateurs réunis pour un concert exceptionnel autour des grands standards du rock. Un programme à découvrir le 6 mars prochain au Parc des Expositions de Tours. On vous proposera un avant-goût lors des répétitions qui ont eu lieu il y a quelques jours. Et puis notre séquence, on vous répond avec la question du soir nucléaire. Quelles opportunités d'emploi en région Centre-Val de Loire? Question que l'on posera à Stéphanie Regnault, responsable d'activité nucléaire au sein de Partner et qui sera avec nous dans quelques minutes. Mais d'abord, Mickaël, les riverains de la Vienne ont les yeux rivés sur le niveau de la rivière. Et oui, et les pieds déjà dans l'eau pour certains, notamment du côté de Chinon où une vingtaine de routes sont barrées pour cause d'inondations. Sans atteindre les niveaux records d'avril 2024, les eaux vont encore continuer de monter d'environ 1 mètre d'ici à demain. La ville appelle à la prudence. Sur place, Hélène Chaplet avec Léa Turquier. Si vous circulez dans le secteur de Chinon, dans les prochaines 24 heures, il y a un accessoire dont vous devez être équipé et c'est tout simplement la paire de bottes. C'est la première crue de l'année à Chinon. Ce mercredi matin, le niveau de la Vienne avoisine les 3,20 mètres. L'eau a déjà envahi certaines routes en bord de rivière. Pas de quoi pourtant inquiéter les riverains. On est équipé à un hors d'eau. Il nous faut une côte de crue qui atteigne les 5,60 m pour qu'on s'affole vraiment, quoi. Toutes les années, on a ça monte même plus haut que ça, donc pas de surprise. Même en très très grande crue, on l'a eu rentré presque à peine 2 cm pour rentrer dans la cuisine. On avait la barre qui est rentrée dans la cuisine, mais l'eau n'y monte pas. Une vingtaine d'axes ont déjà été fermés à la circulation par anticipation. Le camping a été évacué, tout comme l'air des gens du voyage et les animaux dans les champs aux alentours. À partir d'une cote de 2,70 m, les agents rentrent en vigilance et surveillent le niveau de l'eau 24 heures sur 24. Moi, ça fait plus de 30 ans que je suis à Chinon et la crue, effectivement, moi j'en ai vu des... C'est normal pour moi parce que je suis habitué, quoi. Puis la procédure, elle est claire, c'est identifié, on sait ce qu'on a à faire à telle côte. À l'heure actuelle, il y a 40 panneaux de mie, donc ça correspond à une quinzaine de routes à peu près, qu'il faudra nettoyer après. Mais ça correspond à 5 ou 6 km quand même coupés actuellement. La première des mesures, c'est de prévenir, dès que nous avons une alerte, une annonce de la crue, tous les gens qui peuvent être concernés. Le deuxième type de mesure, c'est de fermer des routes, en anticipant le fait qu'elles vont être noyées par la crue. Et le troisième type de mesure, c'est de protéger notre réseau d'eau pluviale de façon à éviter que les eaux de la Vienne ne remontent au moment de la crue dans le circuit d'eau pluviale. Nous sommes ici dans un petit hameau à la sortie de Chinon. La Vienne est à 500 mètres de nous. Vous le voyez sur cette échelle de crue réalisée par un particulier, les différentes dates auxquelles la Vienne est sortie de son lit. Alors on a 1792, 1848, on a même du 1661. Demain, selon Vigicru, la hauteur de la Vienne devrait avoisiner les 4,50 mètres. On sera largement en dessous de ce boulon. Allez, on surveillera quand même tout ça, puisqu'on le rappelle, la tempête Nils va traverser le département d'Indre-et-Loire cette nuit. Météo France a placé l'Indre-et-Loire en vigilance orange crue, vent et orage. De Loir-et-Cher est maintenu en vigilance jaune. Des perturbations sont prévues aussi sur la circulation des trains. Les Tours Château-du-Loir ou encore Tours-Vierzon ne circuleront pas ni ce soir ni demain matin. On va parler à présent de la centrale nucléaire de Chinon qui a été très productive l'année dernière, plus
que prévu. Et oui, 23,5 TWh d'électricité ont été produits sur un objectif de 22. C'est plus que les besoins de la région tout entière, a annoncé la direction lors d'une conférence de presse bilan aujourd'hui. Aucun incident radioactif ne s'est produit. Quelques événements à noter, comme l'incendie d'une navette sans gravité ou une densité d'algues inédite dans la Loire et qui a nécessité une surveillance particulière des filtres de la centrale. Du côté des perspectives, des recrutements de 52 salariés en CDI et 53 étudiants en alternance supplémentaires sont prévus. On parlerait de l'emploi du nucléaire tout à l'heure dans le journal. Enfin, l'année 2026 sera particulière puisqu'un réacteur subira une visite décennale, c'est-à-dire un arrêt de 6 mois à partir de juillet pour une grosse opération de maintenance et de contrôle. Écoutez à ce propos le directeur de la centrale de Chinon au micro de Lucas Chopin. 2026, c'est une année avant tout qui va être marquée par beaucoup d'activités de maintenance industrielle, puisqu'on réalisera la visite décennale du réacteur numéro 2. Donc tous les 10 ans, les réacteurs sont améliorés dans leur niveau de sûreté, on rajoute des systèmes supplémentaires, on les modifie. Donc c'est 70 modifications d'ampleur pour le réacteur de B2. Cette visite décennale, donc la 4e pour le réacteur numéro 2, va durer 6 mois. Donc forcément, la période de production sera moindre. Et puis, on réalise des examens réglementaires qu'on fait que tous les 10 ans. Par exemple, l'enceinte du réacteur sera gonflée à 5 bars. On vérifiera son taux de fuite. C'est quelque chose qu'on fait tous les 10 ans. Et s'il est satisfaisant avec les autres essais, nous serons autorisés par l'autorité de sûreté nucléaire à fonctionner 10 ans de plus. Allez, on poursuit par un chiffre, Michael, 172 035. Ouais, c'est le nombre d'habitants d'Indre-et-Loire de plus de 60 ans selon l'INSEE. C'est plus d'un quart de la population actuelle. D'ailleurs, près de 11% sont âgés de plus de 75 ans, une proportion qui va augmenter sérieusement dans les années à venir. La gestion de la dépendance se pose pour les collectivités. La Touraine lance officiellement aujourd'hui son service public départemental de l'autonomie. Il s'adresse aux seniors, bien sûr, mais aussi aux personnes porteuses de handicap et leurs aidants. Ce service vise à améliorer l'accueil, l'orientation, l'attribution des droits et la prévention. Le but est d'être plus réactif, plus efficace. Cécile Chevillard, vice-présidente du département au micro de Romain Delville. On l'écoute. C'est pas un guichet unique, mais par contre, c'est une réponse coordonnée, une réponse qui est la même partout, qu'on aille dans une petite mairie, dans son territoire rural, ou qu'on se présente à son CCAS dans une ville, peu importe, ou évidemment dans une maison départementale. On a la même réponse qui est simple pour ce qui est de l'information. Et après, on a une coordination des acteurs en déterminant bien qui fait quoi sur les sujets de la personne âgée ou de la personne handicapée pour répondre aux besoins des gens. On ouvre à présent une page consacrée aux élections municipales et on va prendre la direction de la Sologne ce soir. Michael. Et nous faisons étape à Romorantin, la deuxième ville de Loir-et-Cher avec ses 18 500 habitants. La ville est aux mains de Jeanny Lorjou depuis 41 ans. Il brigue un 8e mandat, 3 listes face à lui, notamment celle de Louis de Redon, opposant quasi historique du maire. Il est candidat, lui, pour la 3e fois. Hélène Chaplet. À Romorantin, les années passent et les postulants au fauteuil de maire restent les mêmes. Il y a 6 ans, ils étaient déjà tous candidats. Pour Louis de Redon, c'est même la 3e campagne qu'il mène pour tenter de faire tomber le maire actuel, Jeanny Lorjou. Le candidat du MoDem souhaite enfin transformer l'essai. Ses priorités, lutter contre la désertification médicale en salariant des médecins, rénover les bâtiments municipaux qui sont des passoires énergétiques ou augmenter le nombre de policiers municipaux et de caméras de vidéosurveillance. Je pense qu'en 2026, il est peut-être temps pour Romorantin de s'inventer, en tout cas écrire une nouvelle page de son histoire. En 2014, ça a failli être le cas, quelques dizaines de voix près. 2020, on a eu une campagne un peu particulière avec malheureusement le Covid. Donc on espère qu'en 2026, on pourra proposer une forme de renouveau à la ville. Je suis de centre droit, mais je réunis des gens qui viennent plutôt des Républicains, plutôt du centre-gauche, des sociodémocrates, et je pense que c'est l'avantage de construire une équipe. Face à lui donc, Jeanny Lorjou, 75 ans, il brigue un 8e mandat. Depuis 1985, il n'a jamais cédé son écharpe tricolore. 41 ans de présence dans ce bureau. Alors forcément, les dossiers, il les connaît par cœur. L'ancien socialiste est aujourd'hui soutenu par les Républicains. De quoi brouiller les repères, même s'il s'en défend. Jeanny Lorjou est un social-démocrate, humaniste,
patriote. J'ai eu des difficultés avec mon parti que j'avais fondé en Loir-et-Cher en 1971, le Parti socialiste. Je l'ai quitté. Depuis, je ne suis plus membre d'aucun parti, mais je n'ai absolument pas changé quant à mes convictions profondes. Bien que j'ai dépassé l'âge de la retraite depuis longtemps, je suis à mon bureau de 9h le matin à 20h le soir. Avec plaisir, c'est pas une corvée pour moi le travail. 2 autres candidats sont également en lice pour conquérir la mairie de Romorantin. Didier Guénin, ancien adjoint de Jeannie Lorjouf, il bénéficie du soutien du PS et des communistes. Et Yvon Chéry, tête de liste de l'association Romo Citoyenne, également positionné à gauche. Le 7e art s'invite au Festival des Jardins de Chaumont-sur-Loire en 2026 et évidemment on en parle, Mickaël. Ben oui, le cinéma c'est le thème qui a été choisi pour doper la créativité des artistes jardiniers. On en parle avec vous, surtout Chantal Collot-Dumont, directrice du domaine de Chaumont-sur-Loire. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Le 7e art comme thème imposé, c'était les contes en 2025. Oui. Donc on est dans les narrations, dans la fiction, en fait, dans les thèmes qui s'imposent aux artistes. Pourquoi le choix du cinéma ? C'est important de rêver un peu ouais. dans le monde un peu gris qui est le nôtre aujourd'hui et entraîner les visiteurs vers la fiction, ça nous a semblé être une très bonne idée. Et puis quand vous comparez l'art du cinéma et l'art du jardin, vous avez beaucoup de similitudes, puisque c'est un art du mouvement, un art des perspectives, un art du temps, du récit, comme vous l'avez dit. Donc, les dossiers qui nous sont parvenus sont tout à fait passionnants. Ah ben justement, parlons-en de ces dossiers. Il y a une vingtaine de jardiniers qui travailleront là, à partir de la semaine prochaine, je crois, pour commencer à mettre en place leur création. Ce sera quoi ? Ça sera pour eux l'objet de théâtraliser les espaces ou alors de faire des références explicites aux grandes œuvres du cinéma qui seront comprises par les spectateurs, les visiteurs. Ce sera les deux, en fait. Ouais. Mais ils sont plus que 20. Parce qu'on a entre 20 et 25 nouveaux jardins. Et ils sont parfois 5 par jardin. Ah, donc, oui, en fait, on a plus d'une centaine. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a énormément de gens qui conjuguent leurs talents pour à la fois théâtraliser l'espace, comme vous le dites, et en même temps faire référence au monde du cinéma. Donc, on va faire référence à Hitchcock, puisqu'on aura une fenêtre sur cour avec un jardin où on ne sait pas s'il y aura un meurtre, peut-être celui de la nature. On aura Christopher Nolan, il y a Inception, qui a beaucoup inspiré les concepteurs. On a Jacques Tati, on aura des jardins de Tati, Gardens Tati, comme une garden party. On a vraiment le Miyazaki, on a le dessin animé, des films plus intellectuels. Ça sera vraiment très riche. 4 cartes vertes à des grands noms, Sabine Azema ou Mélanie Laurent. Expliquez-moi le principe, c'est-à-dire qu'elles vont créer elles-mêmes des jardins chez vous ? Elles vont venir. Oui, elles vont venir. Très bien. Elles seront là à l'inauguration, elles seront là pour le voyage de presse et on les voit en permanence. Moi, je parle assez souvent avec Sabine Azema qui est très heureuse. Quand elle était enfant, elle était chez son grand-père en Sologne. Donc, elle est aussi du territoire. Et elle me dit, vous ne pouviez pas me rendre plus heureuse. Elle vit près du jardin du Luxembourg. Elle va voir les jardiniers du Luxembourg en permanence. Elle a eu une idée absolument géniale, mais que je ne vais pas forcément dévoiler. Non, vous ne la dévoilerez pas, mais on sait qu'elle sera présente à un moment et qu'on pourra consulter son œuvre. Et Mélanie Laurent aussi, qui est réalisatrice et actrice, on la connaît, et qui a inventé un film tout particulier sur les fonds marins, dans un décor tout à fait extraordinaire. Juste avant s'ouvrira la saison d'art contemporain, avec notamment une grande exposition de Marc Desgrands-Champs. Quelques mots sur l'artiste. Oui, Marc Desgrands-Champs, c'est un des très très grands peintres français qui travaille pour nous sur le paysage. Et tout le décor est bleu. Et au fond, pour la saison d'art, Chaumont va vous proposer une symphonie bleue. On aura des jardins bleus et on aura ces tableaux de Marc Desgrands-Champs qui sont mystérieux, étranges, où le ciel rejoint la terre. Et ce qui est extraordinaire, c'est que parmi les 30 tableaux qu'on va avoir, qui sont assez fabuleux, on aura 5 tableaux inédits sur Chaumont-sur-Loire. Il a été inspiré par le château et le parc.
Ça sera à découvrir donc ça à partir de fin mars. Un dernier mot très rapide. Le domaine a accueilli 550 000 visiteurs en 2025, un chiffre similaire à 2023. Est-ce que pour vous, c'est un objectif d'aller plus haut encore, d'approcher, pourquoi pas, les 600 000 ? On est très heureux d'avoir des visiteurs. 2024 avait été une année pluvieuse, une année d'élections, une année de Jeux Olympiques. Là, on a retrouvé le visitorat que nous avions. À Chaumont, on est obsédé par l'excellence, par la qualité, par le bonheur des visiteurs. Je ne suis pas sûre que si nous avions 600 000 visiteurs, on aurait la même qualité. Mais c'est important pour notre autofinancement d'avoir des visiteurs. Merci beaucoup Chantal Collot-Dumont. On rappelle le Festival international des jardins, c'est en avril, et puis la saison de l'art contemporain. C'est avant. C'est juste avant, fin mars. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les standards du rock revisités par une chorale de 500 voix. C'est le programme proposé le 6 mars prochain au Parc des Expositions de Tours. Le spectacle 15 000 voix pour la légende du rock tourne en France. À chaque étape, ce sont des choristes amateurs locaux qui donnent de la voix pour reprendre le Queen, les Rolling Stones, Pink Floyd, Nirvana, accompagnés par des musiciens sur scène. Avant le grand soir, nous avons suivi la dernière répétition à Montlouis-sur-Loire. Aurélie Renaud. Dernière répétition avant le grand soir. Aujourd'hui, on peaufine les détails. Tina Turner, Pink Floyd, Springsteen, le répertoire est 100% rock et l'émotion bien présente chez les choristes. On a chacun une vie privée avec chacun nos difficultés et de venir ici, on lâche tout. Ça fait un bien fou. On ressort le soir, on est épuisé mais tellement gonflé, rempli d'énergie, de sourire, de bonne humeur. Et là, on a répété, j'en avais les larmes aux yeux tellement... Voilà, moi j'ai l'habitude de chanter en chorale, donc de chanter sur une scène, mais avec un public qui est quand même restreint. Là, dans une grande salle, avec toute la préparation en amont, le jour du concert, le filage, voir le travail des professionnels. Voilà voir comment on monte un spectacle professionnel, c'est passionnant, enfin c'est une chance inouïe, quoi. Car l'ensemble des participants, venus de chorales de toute la région ou simples curieux prêtant leur brin de voix, monteront sur scène au Parc des Expositions. Le 6 mars prochain, ils seront 500 à chanter pour le show intitulé « Légende du rock ». L'année dernière, je ne chantais pas, mais j'étais dans le public. Mais c'était trop bien parce qu'il y a un moment, il y a des medleys où on se lève et on chante avec tout le monde. Et c'est super chouette. Et cette année, voilà. Je serai dans le chant et c'est trop bien. Moi, ça me fait rien de particulier, ni de stress, ni rien. Parce que j'ai l'habitude. Tu as l'habitude d'être sur scène ? Oui, j'ai l'habitude, plutôt d'être sur scène. J'ai déjà fait du théâtre, j'ai jamais eu le trac et tout ça. De participer à un événement qui est quand même énorme, avec des professionnels de la musique, tant dans les musiciens que des solistes qui vont participer avec nous, qui sont pris vraiment sur le volet pour pouvoir correspondre au thème. Donc, tous les ans, la production nous met à disposition des solistes super compétents. Un show 100% rock accompagné de musiciens en live. Le spectacle fera la tournée des zéniths dans toute la France et dans chaque ville. Ce sont les amateurs qui feront le show. Amateurs oui, mais passionnés. Allez, place à notre rubrique On vous répond pour terminer ce journal avec notre question du soir. Nucléaire, quelles opportunités d'emploi en région Centre-Val de Loire? On en parle avec notre invitée Stéphanie Regnault. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes responsable d'activité nucléaire au sein de Partenaires, un sujet qu'on évoque puisqu'aura lieu une semaine des métiers du nucléaire du 9 au 13 mars prochain. Déjà, il faut dire qu'il y a de nombreux sites nucléaires dans notre belle région Centre-Val de Loire. Oui, dans notre région, on a 4 sites nucléaires. On a la centrale de Chinon, de Dampierre, de Belleville et de Saint-Laurent. Alors, elles sont tout le long de la Loire. Et donc, c'est 12 réacteurs qu'on retrouve en région centre avec beaucoup d'opportunités d'emploi. Un secteur d'avenir, 10 000 emplois par an, c'est ça le vivier ? Aujourd'hui, la région centre, on compte un peu plus de 13 000 emplois sur la région qui concerne le secteur nucléaire. Et EDF a fait une cartographie des métiers qu'elle allait recruter ces prochaines années. Et on compte 10 000 recrutements par an pour la filière sur les prochaines années. C'est quoi les principaux métiers qu'on peut trouver dans le secteur du nucléaire ?
Alors on retrouve tout type de métier dans le nucléaire, aussi bien des profils logistiques, parce qu'il y a beaucoup d'activités liées à la logistique, il y a des chantiers qui arrivent. On retrouve des métiers de maintenance mécanique, maintenance électrique, des peintres, des échafaudeurs, enfin tous les métiers sont représentés dans le secteur nucléaire. On va parler un peu de l'intérim parce qu'en fait, il y a une saisonnalité qui existe sur certains métiers. Je l'ignorais, mais ça touche aussi le secteur du nucléaire. Alors, le nucléaire, c'est un métier saisonnier dans le sens où, en période hivernale, on a besoin d'électricité, donc on a moins d'intervenants. En période de maintenance, donc en période printemps, été et début d'automne, c'est là où on retrouve les arrêts de tranche avec la maintenance des centrales. Et donc, c'est là où on va avoir doubler, tripler la capacité d'un site nucléaire et on va avoir recours à l'intérim pour pouvoir répondre à la demande en main-d'œuvre. On va parler à nos amis téléspectateurs qui recherchent peut-être un emploi, qui veulent se reconvertir. C'est quoi les compétences, les formations qui sont nécessaires pour travailler dans le nucléaire et plus spécifiquement dans le nucléaire en intérim? Alors, l'intérim dans le nucléaire, c'est un secteur où on peut se développer, on peut se reconvertir. Vous pouvez répéter la question? Juste les compétences, les formations du coup. Les compétences, oui, pardon. Les compétences, ça va demander beaucoup de rigueur, beaucoup de patience, du travail en équipe, un profond respect des règles, pas d'antécédents juridiques, bien sûr, et un socle de formation qu'on retrouve nécessaire pour pouvoir travailler selon les métiers que l'on exerce et les zones dans lesquelles on intervient, en zone ou hors zone. Il y a un package à passer. Et des formations qui existent aussi pour travailler dans ces milieux-là, du coup? Oui, c'est des formations qui sont délivrées par des organismes agréés par EDF. En 3 semaines? Alors, le socle de base, c'est 3 semaines. C'est les formations pour pouvoir travailler, intervenir en toute sûreté et toute sécurité. Et après, si vous êtes peintre, vous allez avoir besoin de certaines formations, etc., etc. On candidate et puis ensuite il y a un accompagnement qui nous permet d'être formé. C'est ça la logique? Alors, on candidate et on peut être formé. On monte beaucoup de parcours dans ce secteur pour l'intérim et pour pouvoir renforcer les ressources de nos prestataires des entreprises intervenantes. On monte des parcours complets avec tout un process long, plus ou moins long. Si on veut plus d'informations, il y a une semaine spécifique des métiers du nucléaire du 9 au 13 mars prochain avec plein de choses qui sont proposées, qui vont permettre de répondre. Oui, on a la semaine des métiers du nucléaire qui est organisée chaque année, donc du 9 au 13 mars. Et on a aussi un site nucléaire qui s'appelle Mon avenir dans le nucléaire où on retrouve beaucoup d'informations sur les métiers avec des vidéos, etc. qui permettent d'avoir une bonne représentativité du secteur. Eh ben, merci beaucoup. On aura aidé nos amis téléspectateurs ce soir grâce à votre propos. Merci infiniment, Mickaël. C'est la fin de ce journal. On rappelle simplement, évidemment, la tempête Nils qui va traverser le département de l'Indre-et-Loire cette nuit, entre la nuit de mercredi et jeudi. Météo France a donc placé notre département en vigilance orange et le Loir-et-Cher qui est aussi en vigilance jaune. C'est important de le rappeler. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Dans un instant, la suite de vos programmes. Et on se donne rendez-vous demain, 17h50, pour un nouveau numéro de Val de Loire en direct.